Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence microéconomique de résultats d'entreprises qui se poursuit, qui monte en puissance. On le rappelle, près d'une vingtaine de sociétés du CAC 40 auront publié leur chiffre d'affaires, leur point d'activité à l'issue de cette semaine. C'était par exemple autour de L'Oréal qui a publié ses chiffres d'activité hier soir, mais qui sont arbitrés aujourd'hui par le marché. Et L'Oréal, force est de le constater, freine le CAC 40 aujourd'hui. L'Oréal qui signe la plus forte baisse du jour, une baisse entre 3 et 4% après. Malgré des investisseurs préparés à l'idée de mauvaise surprise sur la Chine, après des surprises sur la Chine qui sont encore plus négatives que ce qu'on pouvait imaginer du côté de L'Oréal, qui ne voit pas pour l'instant de dynamique particulièrement en amélioration côté chinois. Le titre L'Oréal, donc lanterne rouge. Beaucoup d'autres résultats ont été publiés. Vous aurez dans un instant quelques précisions, quelques détails sur les grandes publications du jour avec Pauline Gratel. L'autre mouvement de marché à observer, eh bien, c'est ce dollar qui sourit. C'est l'histoire depuis la fin de l'été avec la remontée des taux américains. Le dollar retrouve un certain niveau de fermeté face aux grandes devises, que ce soit face au yen, face au sterling ou encore face à l'euro-dollar qui est passé sous la barre de 1,08 aujourd'hui, ce qui est un plus bas depuis 2-3 mois maintenant, à 15 jours évidemment de l'élection présidentielle américaine. Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons le thème d'investissement de la mobilité ou des mobilités avec des acteurs qui semblent entrer désormais dans l'âge de la rentabilité. Nous en parlerons avec les équipes de Bryan Garnier. C'est Florent Roulet, spécialiste de ce sujet de mobilité chez Bryan Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Le mouvement clé qu'on observe depuis quelques jours et quelques semaines maintenant, c'est le retour des tensions sur les marchés obligataires, à commencer par le marché obligataire américain à 2 semaines de l'élection présidentielle. Oui, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans remonte encore aujourd'hui pour s'établir autour des 4,25%. Le taux américain à 2 ans, lui, tourne autour des 4,05%. Du côté des devises, le dollar poursuit sa remontée avec un euro-dollar désormais sous 1,08. Du côté de la politique monétaire, la Banque centrale du Canada a baissé pour la 4e fois son principal taux directeur, le ramenant à 3,75%. À noter que la Banque du Canada a choisi cette fois d'augmenter l'ampleur de sa baisse de taux à 0,5 points. Du côté des marchés actions, les indices évoluent au rythme des publications trimestrielles. Oui, en Europe, les indices évoluent aujourd'hui en ordre dispersé. En France, le CAC 40 a réduit ses pertes au fur et à mesure de la séance pour remonter autour des 7500 points, freiné par L'Oréal qui cède 4% après sa publication trimestrielle. Sans surprise, le groupe fait état d'une faible consommation en Chine. Ouais, L'Oréal qui a vu son titre déjà baisser de 20% en quelques mois à cause justement de ce facteur chinois et de la détérioration des ventes observées en Chine. Oui, justement, en Asie du Nord, l'entreprise fait état d'une baisse de 6,5% de son chiffre d'affaires du 3e trimestre en données comparables. Au global, L'Oréal annonce une croissance de ses ventes de 3,4%. C'est moins qu'attendu. La dernière fois que l'entreprise a connu une croissance aussi faible de ses ventes, c'était pendant le Covid. La publication de Thales était également attendue. Oui, l'entreprise fait état de prise de commande en hausse de 23% en données organiques sur les 9 premiers mois de l'année. Sur le 3e trimestre uniquement, les commandes progressent de 22% et le groupe confirme ses objectifs annuels. Les investisseurs en attendaient plus. Le titre recule de 2%. Air Liquide fait partie également des groupes qui ont publié leur point d'activité aujourd'hui. Air Liquide qui confirme par ailleurs ses prévisions financières pour 2024. Oui, après un trimestre jugé solide par l'entreprise et malgré un léger recul du chiffre d'affaires sur le 3e trimestre de 0,7%, le titre recule légèrement, tout comme celui de Vivendi d'ailleurs, qui fait également état d'un trimestre solide avec un chiffre d'affaires à presque 5 milliards d'euros.
Hors CAC 40, on notera la star du jour, ID Logistics. Oui, le titre gagne 10% après sa publication. Le groupe fait état de facturation en hausse de 20% sur le troisième trimestre, grâce notamment à une forte activité en Amérique du Nord et à une reprise en France. Et puis aux États-Unis, l'affaire Boeing se poursuit. Les salariés doivent se prononcer sur la nouvelle proposition qui a été faite par la direction après 5 semaines de grève. Le titre ouvrait en baisse tout à l'heure à Wall Street. Oui, Boeing fait état sans surprise d'une perte nette abyssale de 6 milliards de dollars sur le seul troisième trimestre à cause justement de cette grève qui dure depuis 1 mois et demi et qui mobilise 30 000 salariés. Quel sera le programme de demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Alors, côté macro, les investisseurs prendront connaissance des PMI préliminaires en zone euro, aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour le mois d'octobre. Ils arbitreront les résultats de Kering et Tesla. Demain, en France, les chiffres d'affaires de Hermès, Vinci, Dassault, Danone, Orange, Accor, Renault et Edenred seront publiés. Et côté micro, aux États-Unis, on attend les résultats de UPS et American Airlines. Pauline Gratel est avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Tendance, mon ami, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Mabrouk Chetouane nous accompagne également, le responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et Xavier Chapard, stratégiste chez LBPM, est à nos côtés également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Parlons du dollar et des taux souverains américains. Je notais, depuis le 18 septembre, le 10 ans américain a repris plus de 50 points de base. Maintenant, on était à 3,70, on est à 4,25 aujourd'hui. Et le dollar n'a cessé de se réapprécier. Je crois qu'on a dû tutoyer sur l'euro-dollar quasiment 1,12 à un moment au cours du mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui à moins de 1,08. Qu'est-ce qui se joue derrière la fermeté du dollar et la remontée des rendements souverains américains, Xavier? Alors pour moi, il y a deux gros facteurs. Il y a le repricing des baisses de taux de la Fed. Après les bons chiffres qu'on a eus, le marché anticipe beaucoup moins de baisses de taux de la Fed. C'est même un peu limité, alors qu'ils exagéraient après la baisse de 50 points de base de la Fed en septembre. Là, maintenant, il n'y a même plus deux baisses de taux totales pricées pour la fin de l'année et surtout pour l'année prochaine. Il y a aussi beaucoup moins de baisses de taux pricées. Et la deuxième chose, c'est la remontée de Trump dans les probabilités de victoire pour les élections américaine, et notamment pour le dollar, ça c'est un très fort soutien, vu que toutes les politiques que prévoit Trump sont pro-dollar, même si lui officiellement dit « je voudrais un dollar plus faible », tout ce qu'il propose est plutôt renforcé. Va dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Ah ouais. Sur la Fed, qu'est-ce que vous dites du repricing? Est-ce que les données justifient effectivement ce mouvement de marché de réduire le nombre de baisses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale américaine? Alors c'est vrai que toutes les dernières données qu'on a sont plutôt plus fortes qu'attendues, que ce soit côté inflation ou côté consommation, activité. Donc ça explique pourquoi il y a ce repricing. Il y a aussi le fait que les marchés avaient exagéré après la première baisse de taux de 50 points de base. C'était quasiment sûr que la Fed allait continuer à baisser ses taux à ce rythme-là. On avait pris le pas de 50 comme étant un pas normal. Un petit peu. D'accord, voilà. ok. Et donc il y a, voilà. Et en fait, on observe beaucoup d'oscillations dans les anticipations parce qu'il y a une incertitude sur la vitesse à laquelle la Fed peut baisser ses taux et aussi jusqu'où elle peut les baisser, à quel niveau. Et donc tout ça, ça fait qu'on a ces gros mouvements sur les taux américains. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ne se transmettent pas vraiment sur la courbe. En fait, tous les taux, que ce soit les taux courts ou les taux longs, bougent à peu près en même temps, ce qui montre cette incertitude. Voilà. Et nous, on trouve qu'au niveau actuel et avant les élections américaines, ça devient intéressant de revenir sur les taux longs américains. D'accord. Le marché a peut-être été un peu loin de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas si la Fed continuera avec des pas de 50. Ce n'est pas ce que le marché attend et même, j'imagine, ce que la Fed prévoit aujourd'hui. En revanche, le pas de 50 est adopté par d'autres banques centrales. J'ai vu il y a quelques temps, je crois que c'était la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Là, c'est la Banque centrale du Canada qui avait fait 3 fois 25 et là qui fait 1 fois 50. Et puis, on a une probabilité pour une BCE qui baisserait de 50 en décembre qui est en train de s'équilibrer autour de 50-50, quoi. Oui, c'est vrai que, alors autant j'y croyais pas du tout que la BCE puisse baisser de 50 points de base ses taux en décembre.
J'y crois toujours pas, mais je l'exclus plus. D'accord. Notamment parce que les discours des banquiers centraux, que ça soit là, là en ce moment il y a les réunions du FMI, et donc il y a beaucoup de banquiers centraux qui parlent, et on voit que même Lagarde n'a pas fermé la porte. Elle a dit, voilà, on regardera les données et tout ça, mais elle n'a pas fermé la porte. Le sens du voyage est clair, le rythme est encore à définir. Exactement. Et Villeroy de Galhau, donc le président de la Banque de France aussi, a dit à peu près la même chose, et puis d'autres membres de la BCE. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une tentation, on va dire. Cela dit, il semble quand même qu'il faudrait des très mauvaises surprises, notamment demain avec les PMI, on va voir. Mais si on n'a pas de très mauvaises surprises, ça serait quand même étonnant que la BCE accélère autant. Il faudrait que le flux de données change fortement par rapport à ce qu'on anticipe déjà aujourd'hui. Exactement. D'accord. Mario Centeno aussi, je crois le portugais, qui a dit ce sont les données qui dicteront si nous devons faire 25 ou 50 en décembre. Tout à fait. Voilà. Bon, sur ces histoires de banque centrale, je reviens à la question du dollar et des taux américains, mais effectivement, c'est aussi un jeu un peu différentiel entre la Fed et d'autres banques centrales dans le monde. Qu'est-ce que vous dites du repricing que le marché a effectué ces derniers temps, à savoir la BCE ira plus vite, plus fort que ce qu'on imaginait, la Fed, quant à elle, sera peut-être un peu plus sur la retenue? En fait, je pense que c'est vraiment une question de communication concernant la Fed. Est-ce que donc la BCE ira plus vite et plus fort? Il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la BCE en fasse plus. Non, il n'y a pas de raison à ce stade, puisque finalement, encore une fois, on a une économie européenne qui est extrêmement hétérogène. On a effectivement une économie espagnole qui croît quasiment au même rythme que l'économie américaine. Ça, on a tendance à l'oublier. Et l'économie allemande, finalement, continue de souffrir des mêmes travers, finalement, que ceux qu'on a observés l'an dernier. Donc, on aura une croissance quasi nulle cette année, comme l'an dernier. Au fond, c'est pas une surprise. Le problème, finalement, de la zone euro et de la BCE, c'est de gérer cette hétérogénéité. Donc, est-ce qu'en faire 52 plus, enfin, faire 50 points de base de baisse de taux, ça va arranger la donne? Non, c'est pas vraiment ça qui va changer la direction finalement de la politique monétaire et surtout ses conséquences. Donc ça, à mon avis, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, il est d'ordre stratégique concernant l'Allemagne et concernant toutes les économies manufacturières par ailleurs. Mais ce qui est très intéressant en fait, concernant justement si on revient sur le dollar, cet écart en fait de communication. À mon avis, le marché, et je suis d'accord, hésite effectivement concernant la Fed sur l'ampleur des baisses de taux, combien, à quel moment, etc. Et en fait, l'objectif de la Fed, il était assez clair et je pense qu'ils n'ont pas très bien communiqué là-dessus. Pour une fois, on peut le dire, effectivement, Powell n'a pas été tout à fait clair. C'est qu'en fait, l'objectif recherché par la Fed n'est pas d'introduire de l'accommodation monétaire pour soutenir une économie américaine qu'on peut dire qui est quasiment sous stéroïdes, qui ne s'arrête pas. Donc, l'idée, c'est de tout simplement ramener en fait la politique monétaire à un niveau qui est compatible avec le niveau de croissance nominale, on va dire, de l'économie américaine. On a un peu d'inflation, effectivement, donc totale et sous-jacente d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez forte. Une croissance économique qui est au-delà de 2%, ça c'est clair pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, finalement, la question, c'est de dire le taux terminal, et c'est vraiment la vraie question. Il doit être où? À la fin de l'année 2024 et à la fin de l'année 2025. Et en fait, on se rend compte que finalement, un taux terminal qui sera en dessous finalement de 4%, ça n'a pas vraiment sens aujourd'hui. Peut-être qu'il en faudrait un tout petit peu plus. Et donc ça suffit effectivement à avoir un dollar qui se raffermit, effectivement. Et par ailleurs, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que quel que soit le scénario, puisque le dollar réagit à tout un tas de facteurs, différentiels de politique monétaire, différentiels de croissance, mais également des scénarios de risque. Et on voit bien que les risques aujourd'hui sont multiples. Les risques effectivement liés à l'élection américaine, avec la possible effectivement guerre tarifaire. Alors, juste un point, la guerre commerciale engendre généralement plutôt une baisse du dollar. Donc une baisse temporaire, effectivement, on le voit à chaque fois qu'on a eu le politique qui s'est mêlé effectivement de ces affaires commerciales pour rééquilibrer toujours. Un ajustement par la devise de l'augmentation des prix des importations. En fait, toujours. C'est qu'en gros, l'objectif final, on verra Trump communiquer là-dessus, c'est rééquilibrer ce fameux déficit extérieur. Donc ça va être une vieille rengaine qui va revenir. Nixon l'a fait, tous l'ont fait, et ça a provoqué la même chose à chaque fois, une dépréciation temporaire du dollar. Biden aussi s'en est mêlé. Et donc, in fine, effectivement, cette économie effectivement américaine et cette situation de risque potentiel est toujours à la faveur du dollar. Dès qu'on a finalement une situation de tension quelque part qui se manifeste, on va vers la valeur refuge. Donc en fait, aujourd'hui, tout milite pour que le dollar continue de s'apprécier ou reste à ces niveaux d'appréciation relativement élevés.
que ce soit contre l'euro, contre le yen ou même contre le yuan, puisque au fond, fondamentalement, l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, c'est la Chine. Et donc, la Chine, c'est les États-Unis, peut-être. Voilà, exactement. Ça marche dans les deux Et sens. vice-versa. Oui. Mais donc le problème, c'est que... Allez-y. Non, je reviens à l'idée de la BCE. J'entends le point sur la Fed de dire le taux terminal n'a pas besoin d'amener le niveau de politique monétaire en zone d'accommodation. Et vous dites pour la BCE, ce débat-là, il n'est pas... C'est une question de trajectoire, encore une fois. C'est que la trajectoire pour la BCE est assez claire. Ils ont entamé effectivement des baisses de taux, pas à un rythme aussi, entre guillemets, fort effectivement que la Fed. Ils n'ont pas éprouvé le besoin de baisser de 50 points de base de taux d'intérêt directeur. Eux, ils le font de manière plus Et progressive. on s'arrête à 2,25 ou à 1,75 ? Non, mais ils ont pas... C'est-à-dire, la ça fait une petite différence quand même à l'arrivée. Ouais, mais d'accord, mais là, vous faites l'hypothèse qu'ils vont s'arrêter quelque part en 2025. Mais moi, l'idée, en fait, ou en 2024, pardon. Mais là, l'idée, en fait, c'est de dire, au fond, s'ils ancrent les anticipations en disant, nous allons baisser de manière continuelle les taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année et juin sur 2025, ça suffit en fait à comprimer les taux. Le signal est suffisant. En fait, ce qui compte, c'est la com. Et le dernier point, le plus important, c'est que en fait, on est en train Donc ils vont abandonner l'idée du meeting par meeting, data dependency, etc. À un moment, ils vont dropper ces petites phrases du communiqué qui laissent entendre qu'on maintiendra les taux à un niveau aussi restrictif que nécessaire tant que il le faudra. Ne s'améliore pas, ce qui est une hypothèse. Elle existe toujours cette phrase. Hein. Oui, non, mais le problème, c'est que si la situation économique ne s'améliore pas, ce qui est un truc qu'on ne peut pas exclure, évidemment, là, effectivement, cette phrase reviendra. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on est en train de revivre la même situation que l'an dernier. C'est-à-dire qu'en gros, à la même époque, on avait en fait des taux américains qui avaient atteint 5%. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui, bien sûr. À un moment donné, fin septembre, qu'est-ce qui s'est passé octobre, oui, c'est ça. Septembre, je crois. Octobre, ok. Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un taux d'intérêt qui était beaucoup trop élevé effectivement pour l'économie américaine et Powell était intervenu en disant nous allons effectivement faire quelque chose. Ouais. Je pense qu'il va se passer rigoureusement la même chose cette année encore. Donc une intervention de la Fed pour clarifier le message n'est pas clair et donc mettre une pression baissière sur les taux longs. D'accord. Oui, sur les perspectives de la BCE, c'est vrai qu'à la dernière réunion, ils ont maintenu le fait de dire on fait meeting par meeting, on ne se préengage pas, on veut maintenir une politique légèrement restrictive, même si on réduit cette restriction petit à petit, tout ça. Mais on a appris après qu'il y avait eu des débats quand même. Même si la décision de baisser de 25 points de base était unanime, il y a des débats là-dessus. Et donc ça va être dans les prochains meetings, a priori, la BCE va continuer à baisser de 25 points de base par meeting, devrait ajuster En décembre, elle arrêtera de nous dire qu'elle veut maintenir des taux à des niveaux restrictifs. Je pense. Aussi longtemps que nécessaire. Elle continuera à dire que ça sera dépendant des données, meeting par meeting, mais elle devrait arrêter de dire que c'est restrictif parce qu'elle va s'approcher du taux d'équilibre. Je pense que c'est vraiment le truc qui manque à la BCE, c'est d'ancrer en fait une direction très claire sur la politique monétaire. Ça va baisser, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour effectivement avoir des conditions restrictives. On est conscient de la situation. Il faut effectivement avoir une politique monétaire qui soit en phase avec la réalité économique de la zone euro. Bon, une fois qu'on a dit ça, le dollar qui remonte, Julien, non mais comment, quel signal ça envoie pour un investisseur, un gérant action, par exemple, et est-ce que ça peut être pénalisant d'avoir un dollar trop fort aujourd'hui pour un certain nombre de pays? Ça dépend où on investit. Ça dépend où on est. Ouais. Tout à fait. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, sur ce qu'on a dit au préalable, effectivement, on a une BCE qui, à mon sens, a envie de baisser beaucoup plus, parce que les taux réels sont beaucoup trop hauts en Europe, ça c'est une certitude. En tout cas, au vu de la croissance, l'endettement des États, etc. Donc on aurait besoin d'un peu plus de jus, ça c'est très très clair. Maintenant, on le sait toujours, se décorréler trop vite de la politique de la Fed, c'est compliqué. On le voit sur les taux de change, ce que ça peut faire. Et l'inflation importée peut quand même être un sujet au niveau européen. Donc globalement, je pense que la BCE voudrait baisser plus vite. Mais c'est un petit peu... Il y a une limite à cette tentation, quoi, à cette volonté. Exactement. Bon, après, sur les devises, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, quand on a eu ces annonces il y a quelques semaines, tout le monde disait que l'euro-dollar allait partir à 1,15, 1,20. Bon, finalement... c'est toujours l'inverse. Le marché va toujours là où on ne l'attend pas. Sur les devises, souvent, quand tout le monde est dans une direction, en général, ça part dans l'autre. Sur les devises, sur le reste... Et on trouve toujours de bonnes explications a posteriori. Exactement. Bon, ça, c'est assez classique. Et pour revenir sur les investissements, sur la partie obligataire, effectivement, nous aussi, on pense qu'il faut prendre du taux long américain, ça fait sens.
Là, revenu à 4,20, 4,25, ça redevient intéressant. Ça redevient intéressant. Après, on verra si Trump arrive, les conséquences. Bah oui, mais enfin, c'est demain, hein, c'est ça. bien sûr. Oui. Mais bon, sur ces niveaux-là, c'est pas idiot de commencer à en prendre, en tout cas. Et puis, il y a aussi le sujet éventuel au Moyen-Orient. Hein. Certains analystes disent que les bombardements sur l'Iran, ce serait plutôt post-élection. Donc, on en est assez proche quand même de ce moment-là. Le risque d'escalade est encore possible devant nous au Moyen-Orient. Et ce qu'on avait vu d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu quand même ce phénomène de flight to quality sur les Govies, en tout cas quand on a eu les premiers échanges de tirs. Et donc voilà, c'est en tout cas en protection de portefeuille, c'est pas idiot d'en mettre un peu. Et puis pour revenir sur les sociétés, je dirais que c'est assez simple, on le voit. Hein, les actions américaines, bon, c'est un peu la palissade de dire qu'il faut investir sur les actions américaines, mais force est de constater que c'est là où la croissance et l'innovation se trouvent, donc rien de nouveau. Hein. Voilà, après, le sujet, toujours, c'est jusqu'où ils peuvent aller en termes de déficit. On a vu que les chiffres qui étaient annoncés c'est la question. haut, mais apparemment, il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, de ce côté-là... L'exceptionnalisme américain est sans limite de ce point de vue-là. On voit Parce que depuis le 18 septembre, oui, les taux ont repris 50 points de base, le dollar a monté, le S&P a pris 4%. Ouais. Ça n'a pas entravé la dynamique de hausse du S&P 500. Hein. Et parce que aussi, c'est la tech aussi qui continue d'être... Parce que si on regarde la consommation, on a des signaux un peu moins positifs. Starbucks, c'est un peu compliqué. Heineken vous dit que la conso américaine, c'est un peu plus compliqué. On est quand même sur la consommation de base, hein, pas sur des choses excentriques. Voilà, donc on a quand même des petits signaux de tension. Sur l'immobilier, on voit que c'est compliqué. On est revenu sur des chiffres historiquement bas parce que les taux d'emprunt sont repassés au-dessus des 7%. Tout de suite. Dès que la Fed baisse ses taux directeurs, tout de suite, on voit les taux de mortgage qui remontent. Le point positif, c'est la baisse du pétrole. Qui là, on le sait, sur le consommateur américain, a un effet assez rapide. Donc ça, c'était le point positif. Mais effectivement, on a les États-Unis, et notamment la tech, qui continue de bien progresser, et puis le reste du monde où effectivement c'est un peu plus compliqué. Et les actions européennes, les sociétés européennes qui sont très présentes sur le marché chinois d'une manière générale, enfin asiatique, plus une économie européenne qui est un petit peu compliquée, pour pas dire autre chose. Forcément, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais bon, après, pour l'instant, il n'y a pas de... On a des niveaux de valorisation qui sont, je veux dire, redevenus un petit peu plus normaux. Conformes, oui. Normatifs. Ouais. Pas de choses non plus aberrantes. Alors, sauf peut-être sur les small. L'écart de valo est toujours très large, quoi. Oui, mais ça s'explique. Oui. Mais il n'a pas arrêté de s'écarter. Alors qu'en gros, tout le monde parlait de la normalisation des écarts de PE, effectivement, entre les États-Unis et la zone euro. Mais encore une fois, force est de constater, comme vous dites, que depuis 2016, 2017, bizarrement, depuis l'élection de Trump, Trump épisode 1, ça n'a jamais, entre guillemets, mine révertée, comme on dit, jamais il n'y a jamais eu de résorption de cet écart de valorisation grandissant entre les actions américaines et européennes. On connaît les biais tech, etc., donc on l'explique assez facilement, mais on aurait pu penser que finalement, même quand on prend un equal weighted, c'est-à-dire qu'en gros, quand on débiaise, entre guillemets, de ce facteur de capitalisation, on voit bien que ça s'écarte encore. Donc oui, effectivement, il y a cet exceptionnalisme américain, boosté effectivement par les 7500 milliards de projections médiane de déficit supplémentaire de Trump. Ça, c'est la projection médiane. C'est fantastique parce que la projection haute, c'est 15 000. Genre, no limit, all-in, on y va. Et puis, si on prend sur les résultats, vous prenez les baisses de taxes proposées par Trump. C'est-à-dire, s'il y avait une vague rouge et qu'il puisse baisser les taxes sur les corporates à 15%, ça vous fait un boost de 5% sur les bénéfices du S&P. En parallèle, en France, si on regarde ce qui se passe, les propositions, ça devrait plutôt réduire de 2,5 les bénéfices du CAC l'année prochaine. Avec des bénéfices du S&P qui sont à 15% attendus pour l'an prochain. Donc 15 plus 5, 20, on est déjà, entre guillemets, on fait du x2 par rapport à ce qui est attendu pour cette année. En moyenne, encore une fois. Donc Trump, c'est bon pour les actions, parce que on est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que c'est inflationniste, que c'est potentiellement, effectivement, négatif obligataire, enfin, je veux dire, pour la duration et les taux longs, mais c'est positif action. Je regardais, si vous prenez le dollar, les taux longs et les performances des actions américaines versus le reste du monde, ça suit exactement, depuis cet été, la probabilité de victoire dans les paris en ligne ou tout ça. Et en gros, on est passé de mi-septembre, où tous les marchés, en gros, étaient d'accord pour que la chance de victoire de Trump, ça soit 1/3, à 2/3 maintenant. Et on voit que, enfin, c'est vraiment... Après, il faut voir que les actions américaines, c'est pas l'économie américaine.
Non. Donc une victoire de Trump, c'est bon pour les actions. Alors parce Ça que dépend. les Ça dépend les indices qu'on regarde. Est-ce que c'est bon pour le Nasdaq? Est-ce que c'est bon pour le Russell 2000? Mais c'est bon pour tout le monde, avec une baisse de taux d'IS, d'impôt Voilà. sur les sociétés, qui va être de l'ordre, allez, à la louche, Trump parle de 15%, effectivement, donc à ramener ce taux de taxe de 28 à 15, imaginez effectivement l'impact sur les petites, les moyennes et les larges, c'est la même chose. Donc là, il ne faut pas faire de discrimination, entre D'accord. guillemets, il faut acheter entre guillemets, le marché américain. Et même si le marché se fait peur sur les déficits américains, l'ampleur à venir des déficits américains, ça pourra rester bon pour le marché action. La question, c'est que le déficit aujourd'hui est déjà titanesque. Honnêtement, quand vous regardez effectivement une économie américaine qui affiche un déficit budgétaire de 6-7%, aujourd'hui, ça fait même plus peur à qui que ce soit. Bah non, même pas la France. s'amuse effectivement à faire ça. C'est pas le même tarif, effectivement. Et donc, résultat des courses, pourquoi effectivement cette économie américaine, ce déficit ne fait plus peur? L'économie américaine génère de la croissance. On en parlait tout à l'heure. Où se situe la croissance? Où se situe l'innovation? Elle se situe aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on va aller financer effectivement le déficit américain? La réponse est oui, en fait. Tout simplement, puisque c'est là-bas qu'on est sûr. Et chaque euro de déficit, chaque dollar de déficit supplémentaire, en l'occurrence, générera toujours autant de croissance demain? Ou est-ce qu'il y a quand même l'idée à un moment? Sous Biden, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, le dollar de déficit supplémentaire, via effectivement ces politiques de promotion de l'investissement sur le sol américain, a généré de la croissance. D'accord. Mais est-ce qu'il en génère autant qu'avant? Même si ça ne génère pas de croissance, si vous avez un dollar de déficit en plus, vous avez $1 en plus de revenus pour le secteur privé. Donc, ou pour les ménages, ou pour les entreprises. J'entends. C'est un prêt. Si vous considérez J'entends. Oui, j'entends. Il faudra reprendre, mais J'entends. donc c'est un cadeau à court terme pour le secteur privé. Une seule question qui reste franchement en suspens, c'est celle, je regardais ça tout à l'heure, c'est celle de ce qu'on appelle la dominance fiscale. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, si on fait un simple calcul de coin de table, vous rajoutez un peu comme ça tous ces milliers de milliards de déficits, on arriverait à un horizon 2035, à un chiffre qui avoisinerait les 50 000 milliards de déficit. Bon, ça donne un peu le vertige. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que fait la Réserve fédérale? Est-ce qu'elle est au service, effectivement, de l'État? Et donc, on revient finalement sur la question que Trump adore aborder, celle de l'indépendance de la Fed. Et en fait, un moyen de la rendre dépendante sans, effectivement, briser ses statuts, c'est de gonfler le déficit. Exactement. Oui. Et donc là, on rentre dans une vieille thématique du financement du seigneur. Là, pour l'instant, il y a une coïncidence d'intérêt. C'est-à-dire que la désinflation permet à la Fed de se donner un peu de marge de manœuvre et d'en donner aussi au Trésor américain. À ceci près qu'encore une fois... Si demain l'inflation arrête de baisser, est-ce que la Fed... Ce qui va être le cas. Voilà. Est-ce que la Fed peut continuer du taux terminal? Et donc, si vous avez un taux terminal à 4, c'est compliqué d'avoir un déficit qui croît... Et c'est là le risque Trump pour les actions ou pour les actifs financiers. Le plus gros risque aux États-Unis, en tout cas, c'est s'il y a des doutes sur la Fed, en fait. Et sur l'indépendance de la Fed, et donc un désancrage des taux longs. Et dans ces cas-là, ça sera plus bon pour les actions américaines. Le job le plus facile du monde, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Mais Lagarde l'a invité à venir... Oui, j'ai vu la réponse, génial. Parce qu'il dit une fois toutes les 6 semaines, vous êtes Dieu sur Terre, il suffit de lancer une pièce en l'air pour savoir s'il faut monter ou baisser les taux. Magnifique. Donc on a demandé à Christine Lagarde ce qu'elle en pensait hier, et elle a répondu, j'invite Donald Trump à venir voir comment on travaille à la Banque Centrale Européenne pour préparer des décisions de politique monétaire. Parlons des entreprises, Julien. Là, on est au début, en tout cas en cours de publication de résultats et de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui saute un peu aux yeux? Il y a évidemment le facteur chinois. Là, on parle de L'Oréal aujourd'hui. Il y a eu l'épisode LVMH déjà. Est-ce que le marché peut quand même se dire que ces chiffres appartiennent au passé et que l'histoire chinoise change, notamment depuis le 24 septembre et le début d'un rythme d'annonce soutenu? Qu'est-ce que vous dites sur la sujet-là? Chine, objectivement, j'y crois pas beaucoup en fait à la relance. Après, que ça stabilise, c'est déjà une bonne chose. C'était quand même l'enjeu. Après, sur une reprise forte de l'économie chinoise, ça, clairement, j'y crois pas du tout. Parce qu'on a un environnement évidemment qui est complexe chez eux. L'immobilier, il y a des stocks de plus de 2 ans de logements vacants, donc ça ne va pas se résorber du jour au lendemain. 90 millions de logements vides. Ouais, c'est monstrueux. Donc on a quand même ce phénomène-là qui va perdurer quelque temps, plus les sanctions économiques, les tensions géopolitiques. Enfin, tout ça fait qu'on est quand même dans un environnement qui
qui est assez compliqué pour avoir une reprise rapide de l'économie chinoise. Voilà, c'est vrai Donc vous que- n'attendez pas d'effet d'entraînement particulier pour des entreprises européennes exposées au marché chinois, par exemple? Non, et puis aujourd'hui, les Chinois, ça devient, l'économie chinoise devient presque un problème, notamment sur l'automobile. On voit toutes les discussions, BYD qui arrive en Europe de manière de plus en plus agressive. Donc, je dirais que c'est plus un relais de croissance, en tout cas pour Non. les constructeurs européens. C'est devenu un problème. Ça devient de plus en plus Et frictionnel. maintenant, ils viennent les attaquer chez eux. Ouais. Donc, je dirais que parce qu'ils n'ont plus, la demande aussi forte Ouais. chez eux, donc ils vont chercher à l'extérieur. Et là, ça devient, je dirais, pour certaines sociétés européennes, c'est plus l'Eldorado, c'est devenu un problème. Ouais, c'est ça. La Donc, coupe est pleine même. Ouais, donc on a un petit peu inversé en tout cas les perspectives de ce point de vue-là. Et ça veut dire pour le luxe concrètement, parce que, pourquoi on en parle? Parce que c'est quand même un secteur important, c'est que des poids lourds type LVMH ou L'Oréal, ça compte beaucoup dans la cote européenne et française. Oui, le rythme de progression boursière du luxe des dernières années était totalement anormal par rapport à la norme qu'on aura demain là, dans les prochaines années. Le cycle est différent désormais. Vraisemblablement, sauf Ouais. si on a des pays comme l'Inde qui se mettent à prendre le relais Ouais. de manière importante, mais en tout cas à court terme, on aura effectivement, ça se voit dans les multiples, LVMH qui était à plus de 30 fois, on est revenu autour de 20, ce qui est bon an, mal an, la moyenne historique, Ouais. donc il n'y a rien d'aberrant. Ça nous ramène à des rythmes qu'on pouvait connaître, des DPE et Exactement. des rythmes de progression qu'on pouvait connaître avant les années folles Covid et post-Covid surtout. Exactement. Ce qui ne veut pas dire que ce pas des bonnes sociétés. Non, C'est pas ce que je dis, mais c'est sûr que les rythmes de croissance très importants qu'on a pu connaître, voilà, et c'est pareil sur l'automobile, pour faire le lien. Il y a quelques années, je me rappelle, quand le secteur automobile faisait 4, 5, 6 de marge opérationnelle sur les constructeurs de masse, tout le monde C'était disait, la gloire. Très bien. Et Bien puis il y a eu le Covid, les problèmes de logistique, et puis on est monté dans certaines zones à des taux de marge à 2 chiffres. Et puis on se rend compte que finalement, quand ça se normalise, tout ça, c'était pas le new normal, n'était pas. D'ailleurs, les si PE normal du que ça. secteur n'ont jamais acheté l'idée que les marges à 2 chiffres allaient devenir la norme pour les constructeurs et Ça, c'est assembleurs vrai. automobiles. Ça, c'est vrai. Le marché a été Voilà. assez visionnaire là-dessus. Donc voilà. Oui, après, il y a eu quand même des. Oui, des D'un histoires. produit, vous voyez, tous les structurés, par exemple, qui ont été faits sur Ah le ouais. secteur automobile, Ah il y en a ouais. eu beaucoup. Ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que les autocalls vont être appelés à échéance. Quoi. Oui. Voilà, on verra les Bien niveaux vu. de barrière désactivantes, mais en tout cas, oui, ça va être... Bien vu. Ça a va été être- un sous-jacent privilégié pour la construction de Bon, produits de toute façon, structurés. toujours le pétrole, les banques, enfin les financières, Ah ouais. et puis l'automobile, les grands classiques. Ouais. Voilà, même s'il y a d'autres choses à faire, mais en tout cas, oui, c'était des sous-jacents privilégiés. Donc là-dessus, c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour revoir le prix. Voilà, donc la Chine, non, on n'y croit pas particulièrement. Voilà, on en avait un tout petit peu quand c'était très bas, en se disant il y a peut-être un call value à faire. Bon, on a eu la chance de voir un rebond un peu fantastique. Mais ça y est, c'est déjà un point de sortie pour vous, quoi. Oui, on est déjà sorti. Ouais, oui. c'est ça. On est sorti très rapidement parce qu'on s'est dit, bon, c'était un call value pour dire que voilà, on jouait quelque chose, mais il y avait Mais même le signal de marché, vous n'avez pas envie de suivre plus que ça. non. Ouais, j'entends. Signal de marché, signal macro, qu'est-ce que vous dites de la Chine? Le signal macro est très faible. C'est-à-dire qu'en gros, le problème qu'on a, c'est qu'on a une politique monétaire qui a un seul objectif, on va dire expansionniste, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, c'est d'enrayer la déflation immobilière, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que le décalage entre le stock d'offres et finalement la demande, il est tel que finalement les pressions déflationnistes, elles sont toujours là. Le problème aussi, c'est que quand vous regardez la croissance de la masse monétaire, qui est un peu en fait une espèce d'indicateur de finalement des tensions nominales aussi qui peut régner en Chine, pour la première fois depuis que la série existe, en gros, la croissance de M1 est passée en territoire négatif. Donc du coup, ça veut dire que là, il n'y a pas que le secteur immobilier qui subit de la déflation, il y a possiblement toute l'économie, en fait. Et en fait, le problème, il est là. Et donc ça explique, et c'est effectivement... On pourquoi- détruit la base monétaire, là. Oui. Absolument. Donc là, en fait, c'est inédit, en fait. Donc, pour une économie, effectivement, de la taille de la Chine, on n'a jamais vu ça, en fait, depuis que la série existe. Et donc, du coup, parler, effectivement, de croissance des bénéfices, d'une consommation qui pourrait augmenter dans ce contexte-là, un contexte de défiance de consommation, finalement, des consommateurs chinois, qui sont en train de subir exactement l'opposé de ce que subissent, effectivement, les consommateurs américains, c'est-à-dire un effet de richesse négatif, c'est compliqué. Donc, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc, ce qui manque, le signal macro, pourquoi je dis qu'il est faible, il manque effectivement pour que ça fonctionne, la seconde patte effectivement du plan, la politique budgétaire expansionniste, qui, encore une fois,
au-delà effectivement des promesses, en quelque sorte, et qui sont encore très vagues et très floues à ce stade, on n'a rien en fait à se mettre sous la dent. Et le marché n'a rien à se mettre sous la dent. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le fameux le rebond du marché action après la publication des annonces, commence effectivement déjà un peu à s'étaler. Bon, le rebond était exagéré, évidemment. Donc, quand on voyait plus 25, c'est normal qu'on normalise un tout petit peu. Mais globalement, là aussi, la remontée des taux qu'on avait observée, on se dit, finalement, on a un call croissance grâce à cette politique monétaire. Là aussi, il est aussi en train de s'étioler par ailleurs. Donc, le marché s'impatiente et le marché n'aime pas attendre. Donc là, du coup, à un moment donné, s'il n'y a pas une réaction, entre guillemets, de la politique budgétaire de Xi Jinping et de l'administration, on risque effectivement de détériorer, entre guillemets, cet espoir de momentum positif au niveau macro. Une comparaison qui m'a frappé là ces derniers jours, c'est de voir que le rendement de l'obligation d'État chinoise à 30 ans est équivalent au rendement de l'obligation d'État japonaise à 30 ans aujourd'hui. Il y a une convergence de niveau le ménage chinois entre ces deux pays. Absolument, mais le ménage chinois en a assez d'être baladé, d'accord, entre les marchés actions qui marchent pas, le marché immobilier qui marche pas, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il achète l'obligation d'État. Oui. Alors moi je suis sur la Chine quand même. Un peu plus positif. On commence à parler de Chinomix. Il y a quand même l'idée d'un plan un peu de long terme, j'en sais rien, mais il y a quand même l'idée d'un plan un peu stratégique là. J'ai l'impression parfois chez certains en tout cas. Structurellement, on ne voit pas ce qui change et on ne voit pas ce qui pourra améliorer. Donc à moyen terme, ça reste. L'histoire structurelle ne change pas. Non, c'est très compliqué et l'histoire surtout de la recentralisation en fait de toutes les décisions et tout ne change pas. C'est intéressant de voir qu'ils vont recapitaliser les banques publiques et c'est les grandes banques publiques qui sont recapitalisées. Or, c'est pas les banques qui ont des problèmes. Non. C'est les banques qui sont déjà surcapitalisées. Même. Exactement. Mais c'est celles où c'est l'État qui choisit. Et c'est quoi le message ? C'est on va rendre encore plus fort nos banques publiques qui vont s'occuper. D'accord, ok. C'est ça le message. D'accord. C'est le président qui décidera où va être distribué le crédit, tout ça. Donc c'est pas bon pour le long terme, ça je suis d'accord. Après, à court terme, donc on attend les mesures budgétaires. Ils ont créé tellement d'attentes. Je n'imagine pas qu'un pouvoir comme celui de Pékin ne délivre pas quelque chose sur ces aspects-là. Avec un engagement du Politburo, c'est-à-dire du président Xi directement. Bien sûr. Et donc j'ai du mal à penser qu'ils ne vont pas délivrer ce qu'il faut pour que ça tienne à court terme. Il y a le 5 novembre. Peut-être qu'il laisse passer aussi une date, une élection présidentielle américaine pour y voir un peu plus clair aussi. Il y a aussi que pour annoncer des mesures budgétaires, il faut les voter quand même. Et que... je n'avais pas ce détail. Le congrès du Parti communiste chinois, c'est à la fin du mois d'octobre. Oui, c'est ça. En fait. Et donc, même si, pour annoncer vraiment une augmentation du déficit cette année ou des nouvelles émissions, il faut attendre ce comité. On ne sait pas exactement quand c'est, mais c'est fin octobre, début novembre. Mais vous dites là, la balle est dans leur camp. Voilà. Ils ne peuvent pas ne pas délivrer, au moins en partie, sur les attentes qu'ils ont créées. Quoi. Exact. Enfin, c'est ce qu'on pense. Ouais. Et comme le marché reste peu cher, même si... Oui. Ça peut encore provoquer On pense qu'à court terme, il y a encore quelque chose à jouer et ça devrait relancer l'économie à la fin de l'année, début de l'année prochaine, un peu avant qu'on reprenne la tendance faible de l'économie, de l'affaiblissement de l'économie chinoise. On va rentrer dans le moment de publication des grandes valeurs technologiques aussi américaines. Julien, les banques US, je crois que ça s'est plutôt bien passé, très bien même. Le luxe français, bien sûr, qui connaît des difficultés. Sur la partie tech, là aussi, vous le soulignez tout à l'heure, ce qui a ramené quand même le S&P au plus haut, c'est aussi les valeurs technologiques. Elles n'ont pas totalement disparu du paysage. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes sur ces valeurs et est-ce qu'elles ont encore la capacité d'être des moteurs de marché comme elles le sont depuis une bonne paire d'années maintenant ? Ça dépend vraiment des sociétés, puisqu'on a des modèles très différents. C'est vrai que si on regarde un Microsoft avec la partie SaaS, etc., donc un modèle assez résilient, entre guillemets, on peut s'attendre en tout cas à ce que ça continue de bien se passer. Des Nvidia, c'est toujours le même sujet, ça reste une activité cyclique. En ce moment, ils ont le monopole, tout va bien, ils sont les seuls à avoir la technologie. Donc, je suis entendu qu'AMD commence à pousser une puce qui pourrait concurrencer, en tout cas, la nouvelle génération de puces d'NVIDIA, avec le soutien d'ailleurs des gros investisseurs sur l'IA. Tu parles, oui, j'imagine. Ils veulent tous voir un concurrent. Donc voilà, mais ça veut dire que le signal ASML, c'était peut-être pas le bon signal à suivre sur l'IA. Non, parce que ASML, il y a quand même un gros sujet, c'est l'effet des sanctions internationales. Il en a beaucoup parlé, le patron de ASML. Passer de presque 49% de ventes en Chine à 20 et quelques %, forcément, ça a un petit peu d'impact.
c'est assez logique. Voilà, après sur le reste, sur ASML, on reste sur une société de cycle long, avec un carnet de commandes bien rempli. Je suis plus à l'aise sur ASML que sur Nvidia. D'accord. Clairement, parce que la Plus de probabilité- visibilité. Puis la probabilité qu'ils se fassent attaquer sur leur marché, elle est quand même très très faible. Contrairement à Nvidia, où on est Tout le monde leur court après, quoi. Bah, Ouais. Tout le monde essaye. Après, ils y arriveront à Ouais, quelle vitesse, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Mais ça reste une valeur cyclique. On est dans le super cycle et avec des valeurs où le cycle ne s'arrêtera pas. Voilà. Donc, c'est toujours un sujet. Combien de temps ça dure? C'est toujours la même chose, hein, mais voilà, donc c'est plus sur cette valeur-là où je serais le plus prudent, parce que pour le reste, globalement, je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ce qui va sortir. Donc c'est vraiment ce point-là. Nvidia, je pense, et ASML, effectivement, bon, ils ont revu en bas de fourchette, mais bon, voilà, on est revenu juste sur une valo un peu plus correcte, et puis... En tout cas, nous, on a plutôt acheté sur la baisse. Ah, d'accord. Ok. Voilà, en considérant que c'était plutôt un point d'entrée. Alors, c'est vrai qu'à 1 000 €, ça faisait un peu peur en valorisation, mais autour de 600, 650, Ouais. bon, ça reste des prix sur une société où il y a quand même une très belle visibilité. Mais c'est vrai qu'il y a eu des messages négatifs aussi des deux opérateurs qui devaient construire des capacités en Europe, donc Intel et le deuxième, j'oublie le nom. Oui, il y en a eu un autre. Ouais, je crois. ouais. Donc c'est vrai que c'est des Ouais. perspectives en moins, mais globalement, il y a une demande de ce Mais il y a TSMC aussi qui a publié entre-temps et qui Exactement. nous dit que c'est encore booming. Donc il y a etc. pas de, Ouais. on n'a pas d'inquiétude particulière. Sur la logique de marché d'investissement, est-ce qu'on sort quand même un peu? Alors, on parlait de la décote de large entre l'Europe et les États-Unis. L'innovation est aux États-Unis, la croissance est aux États-Unis, tout ça est bien acquis. Est-ce que néanmoins, le régime de marché peut évoluer? On a beaucoup parlé de l'idée de la diffusion du rallye, de voir peut-être d'autres secteurs prendre leur part aussi à la hausse, d'autres tailles d'entreprises aussi participer à la hausse du marché. Vous êtes encore dubitatif sur ce Je suis assez point-là, dubitatif. Julien Après, il y a du stock picking à faire. Hein, ce qu'on Ouais. disait, il y a un peu de différenciation de performance Ah oui. entre les acteurs. Alors, je parlais d'un dossier dont on n'a pas parlé, mais si vous comparez Deutsche Telekom et Orange, Oui, Deutsche Telekom, il y a une vraie histoire. Ouais. Alors, il se trouve qu'ils sont actionnaires de T-Mobile US. c'est toujours T-Mobile US qui Donc, fait la c'est- croissance de Deutsche C'est Telekom. ça qui fait la Eh oui. performance. Mais en tout cas, si vous avez fait le stock picking en Ouais, disant je fais des télécoms, tout le monde va vous dire il se passe rien là-dessus. Ouais. Eh bien finalement, si vous aviez choisi la bonne, vous avez fait une très jolie performance Oui, cette année. oui. Adidas, Nike, Avec, Unilever, Nestlé. On Donc peut voilà. multiplier les exemples Donc comme il y ça a dans quand chaque même, secteur. il y a quand même des choses qui se passent. Après, il y a des choses assez basiques. Hein. Unilever, ils sont assez très présents même en Inde et au Brésil. Bon, c'est deux pays où il faut être. Voilà, bon, c'est assez basique. Hein, mais et puis bon, ils ont fait un gros travail aussi sur leur portefeuille, etc. Il y a eu du boulot de fait que Nestlé va devoir faire aujourd'hui. Mais oui, effectivement, il y a des opportunités, il y a des niveaux de valorisation qui ne sont pas toujours très élevés. Je pense que sur ces marchés un peu trailing range, il faut accepter parfois d'être un petit peu contrariant, pas que, mais il faut l'être un petit peu. Et il y a des choses en tout cas qui sont... vous voyez, les banques, typiquement, quand on a eu le début de la baisse des taux, on dit oh là là, c'est la catastrophe. Tout le secteur a commencé à baisser en disant que si les taux baissent, il ne faut plus avoir de ce secteur-là. Bon, les banques d'Europe du Sud, ça continue de bien se passer. Si on regarde un Crédit Agricole, il y a une grosse partie des revenus qui sont liés quand même au fees, plus que la marge d'intérêt. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Ça vaut Là aussi, en fonction des modèles, des positionnements des uns et des autres, oui, bien sûr. Il y a des choses à faire et le secteur bancaire, clairement, est faiblement valorisé. Et ça fait quand même 2 ans que c'est un secteur leader dans la progression boursière. C'est toujours l'intérêt quand vous allez voilà, un c'est peu ça. considéré comme cyclique, Ah ouais. quand on est faible PE, chaque trimestre de cash flow positif, vu votre génération de free cash, c'est important sur la performance. Je sais plus depuis combien de trimestres est-ce que les analystes revoient en permanence à la hausse les résultats sur du les secteur bancaire. révisions Mais pour ça le fait secteur peut-être européen. 2 ans maintenant. Pour le secteur européen, d'ailleurs, sur le stock 600, c'est le secteur financier Qui revise le plus à la hausse. qui sera qui aura la plus forte Oui, oui. croissance anticipée. Ouais. Mais ce Mabrouk. que Julien disait effectivement sur ce picking effectivement différenciant à faire, c'est valable également sur les géographies. Hein. Donc Bien sûr. encore une fois, j'ai presque envie de dire Espagne versus effectivement Italie. Hein. Donc Oui. ça, pareil, ça marche aussi. Donc zone euro versus Espagne versus Italie, ouais, d'accord. ok. l'Espagne, en fait, ouais, ça fait j'entends. partie pourtant, on a aussi un gros call bancaire, mais il y a aussi beaucoup d'utilities, il y a moins d'exposition au secteur sûr. manufacturier, etc. Donc, il y a une histoire macroéconomique derrière l'Espagne qui tient bien.
et une forme d'immunisation à tout le chaos finalement que peut subir la zone euro. Et l'Espagne fait partie, tu vois, l'IBEX, des rares indices à voir des révisions positives au niveau de ses bénéfices pour cette année. On connaît l'Italie ou la France. Pour la France, c'est une histoire un peu particulière. On va finir à zéro, nous, en bénéfice. Moins négatif. Négatif, d'accord, ce qui paraît. En tout cas, le consensus. Oui. Mais les attentes, effectivement, mais encore une fois, c'est petit, mais ça reste effectivement négatif. Donc, en fait, cette thématique relative value, en quelque sorte, États-Unis, Europe, etc., Chine versus effectivement d'autres pays d'Asie émergente, nous, c'est ce qu'on joue, en fait. Fondamentalement, on a une neutralité dans nos portefeuilles sur les principales classes d'actifs, mais au sein de ces grandes classes d'actifs, bien évidemment, on différencie complètement l'histoire américaine de l'histoire européenne. Aujourd'hui, ne pas acheter finalement le marché américain dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire en gros d'investissements massifs qui seront promis par les deux candidats. Ce sera une faute. C'est une faute lourde. Oui, c'est une faute lourde. Non, mais j'aime bien. C'est intéressant quand même de revenir aux fondamentaux et aux bénéfices des entreprises. Là, c'était un gérant qui me rappelait sur LVMH. LVMH marque son top de marché boursier en avril ou mai-avril 2023 à plus de 900 €. Le point haut des anticipations de bénéfices pour 24 et 25 se fait un mois après, en juin. Depuis juin 2023, le consensus des analystes n'a cessé de réviser en baisse, mois après mois, trimestre après trimestre, les perspectives bénéficiaires de LVMH. Donc un mois avant, le marché a décidé que c'était le top. Et 2 ans, enfin 1 an et demi après, oui, effectivement. Le temps que les analystes... Le marché a bien vu quand même, je trouve. Parfois, le marché est assez visionnaire. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les marchés, là, effectivement, aujourd'hui, Xavier ? C'est d'attendre 2 semaines. Non, mais soyons clairs, on peut dire ce qu'on veut, mais ça va être un vrai game changer. Donc avant ça, on préfère ne pas être trop brave. Parce que ça peut changer les choses à ce point-là. Ça peut changer la logique d'investissement. Oui, non, vraiment. Et puis, alors, en fonction de qui est élu et de la composition du Congrès, j'entends. Et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être investi avant, mais ça veut dire qu'il faut être très diversifié et pas prendre trop de risques en surpondérant ou sous-pondérant. Voilà, parce que ça va changer beaucoup. Et une des différences par rapport à 2016, c'est qu'il y a déjà pas mal de Trump pricés, j'allais dire, dans le marché, et donc ça peut bouger dans les deux sens. Puis on sort déjà d'un épisode inflationniste qui a un peu marqué les esprits. En 2016, on était plutôt dans l'idée d'être content d'avoir un peu de reflation. Exactement. Mais donc aujourd'hui, je ne sais pas. Ça peut bouger dans les deux sens. Bon, rendez-vous après le 5 novembre. On se verra après, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir, en tout cas, les 3 invités de Planète Marché. Xavier Chapard, LBPM, Julien Kistrebert, Taylor Asset Management et Mabrouk Chetouane, Natixis IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la mobilité ou des mobilités peut-être. Est-ce que les acteurs de la mobilité sont entrés dans un nouvel âge que nous appellerions l'âge de la rentabilité? C'est le sujet de cet entretien avec Florent Roulet qui est à mes côtés, partenaire et responsable du thème de la mobilité chez Bryan Garnier. Florent, bonsoir. Bonsoir. Quand on réfléchit à la mobilité ou aux mobilités, je l'ai mis au pluriel, je me suis permis de le mettre au pluriel, et qu'on est investisseur, ou en tout cas qu'on parle à des investisseurs, comment est-ce qu'on définit cet univers d'investissement concrètement aujourd'hui, Florent? Déjà, on inclut les VTC, tous les Uber, Bolt, qui sont assez connus et compris. Et moi, ce que j'ai voulu de plus en plus inclure, c'est la mobilité partagée. C'est les acteurs, soit de la voiture partagée, de l'autopartage, les get-around que les gens utilisent peut-être, mais c'est aussi tout ce qui est vélo partagé. À Paris, on est habitué à Vélib, à Lime, Dot, Voy, qui sont des acteurs un peu pan-européens. Également aux scooters partagés. On était tous habitués à Paris avec avoir des city scoots. Mais malheureusement, ils ont fait faillite et c'est un peu le thème de notre discussion. Et de plus en plus, il y a des acteurs qui émergent, comme Cooltra des Espagnols, Yego des Espagnols également. Donc tout ça, c'est un écosystème d'acteurs, soit de la micromobilité, soit de la mobilité partagée, qui ont émergé dans les 5-10 dernières années et qui arrivent un peu à la prochaine étape. Oui, c'est ça. Alors, avant de parler de la prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé là depuis 2-3 ans, j'allais dire, pendant ces années Covid, post-Covid? Parce que vous citiez l'exemple effectivement de City Scoot à Paris. On a l'impression qu'on sort de plusieurs années. Alors, de mobility bashing peut-être, de défiance des investisseurs, du capital risque, du capital investissement vis-à-vis de ces entreprises. Alors peut-être qu'on leur a pas laissé leur chance ou qu'on leur a laissé trop peu de temps pour faire leurs preuves. En tout cas, le fait est qu'il y a eu un divorce quand même entre les investisseurs et ces acteurs, au moins sur ces dernières années. Je dirais que le Covid a été un élément marquant parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits avant le Covid
malgré le bashing, on avait tous tendance à critiquer les trottinettes sur les trottoirs. Mais le Covid a été un élément un peu de blocage pour la plupart d'entre elles, parce que pendant 1 an, 2 ans, on n'a pas pu bouger. Donc ils ont tous eu un chiffre d'affaires de 0 pendant 2 ans. Au moment où on est sorti du Covid, tout le monde voulait prendre des modes de transport verts. Malheureusement, ces acteurs-là, ils avaient tellement souffert pendant le Covid qu'ils ont eu du mal à redémarrer. Et au moment où vous étiez en train de redémarrer, a commencé la guerre en Ukraine. Et là, les investisseurs, à peu près tous les investisseurs, ont commencé à dire on investit dans la mobilité. C'est un thème sur la technologie en général, pas uniquement dans la mobilité, mais étant donné que ces acteurs-là n'avaient pas réussi à démontrer leur modèle économique, ils ont été ceux qui ont souffert parmi les plus parce qu'ils n'arrivaient pas à justifier un autre tour de table. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, je dirais, ont malheureusement mis la clé sous la porte. C'est Cityscoot, c'est d'autres qui ont été obligés de se vendre un peu à la casse et de trouver des solutions assez rapidement. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous. C'est là où le nouveau chapitre commence peut-être aujourd'hui, Florence. Du point de vue du marché, comment est-ce que ce marché s'est rationalisé? Comment est-ce qu'il s'est recomposé? Il y a eu effectivement sur le côté de la route, il y a eu des cadavres, pour dire les choses trivialement, mais il y a eu aussi, j'imagine, des restructurations, une recomposition au sein des différents acteurs. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui? Déjà, je vais juste te donner un chiffre pour qu'on soit clair sur de quoi on parle. Ouais. On parle d'une industrie qui aujourd'hui fait 300 milliards de dollars dans le monde. L'Europe a à peu près 25% sur ça. D'accord. Qui va tripler sur les 10 prochaines années. D'accord. Donc, et ça, c'est des chiffres. Donc, c'est 1 trillion à l'arrivée, quoi. C'est 1 trilliard à l'arrivée, ouais. D'accord. Ça, c'est les chiffres que nous donne Oliver Wyman, donc un cabinet quand même qui sait de quoi il parle. Donc, ça va tripler à l'arrivée. 1 trilliard, donc 25% en Europe, c'est ça qu'on vise, avec tous les éléments qu'on a discutés ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart ont dû rationaliser leurs ambitions. Peut-être qu'ils voulaient tous ouvrir dans des bureaux partout dans le monde. Et finalement, ils se sont recentrés sur là où ça marchait. Ils ont coupé les coûts, comme la plupart des startups. Et finalement, ceux qui avaient réussi la meilleure exécution ont survécu. Et c'est ceux-là, pour moi, qui sont intéressants aujourd'hui. Déjà en tant que banquier d'affaires, parce que je vais pouvoir travailler avec eux. Et du coup, il émerge ce qu'on appelle des catégories winners, des gens qui vraiment ont réussi à prouver leur modèle économique et qui sont capables de faire d'autres choses maintenant. On parle de qui, par exemple, On parle, Florent? le plus gros, je dirais, que les gens connaissent, c'est Bolt, je pense, les Estoniens, qui au début étaient partis sur le VTC et qui se sont un peu étendus sur la livraison de nourriture, mais aussi sur la micromobilité. Et c'est des gens qui réfléchissent à l'introduction en bourse sur 2025. Donc ils sont arrivés à la taille critique qui fait qu'ils sont rentables, ils ont grossi et ils sont capables d'arriver sur les marchés publics. Et alors, c'est quoi la stratégie justement de ces catégories winners, comme vous dites, Florence? Maintenant qu'ils ont survécu à tout ce qui s'est passé, qu'ils sont peut-être plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, c'est quoi la stratégie de ces acteurs de la mobilité maintenant? La stratégie pour eux, c'est de continuer à être rentable. C'est vraiment ça. D'accord. Pour moi, la rentabilité. On ne sacrifiera plus la rentabilité. Exactement. On ne peut plus. On peut plus parce que les investisseurs ne nous suivront pas. C'est des acteurs il faut aussi réfléchir, c'est des véhicules, c'est des vélos, c'est des trottinettes, c'est des voitures. On va avoir besoin de renouveler leur flotte. Aujourd'hui, ils peuvent commencer, Bolt l'a fait, Voi, qui fait de la micromobilité, qui sont des Suédois, ont commencé à pouvoir émettre de la dette pour financer leur renouvellement de leur flotte. Donc tout ça, pour moi, c'est des signes positifs parce que ça veut dire que c'est des acteurs qui sont plus des startups, qui sont vraiment des business établis. Des boîtes normales, quoi. Exactement. Ça devient des boîtes normales avec des accès à des capitaux, alors normaux, il n'y a pas de capitaux normaux ou anormaux, mais en tout cas une autre catégorie d'investisseurs et de capitaux pour se développer. Justement, je pense qu'au début, c'était beaucoup financé par des fonds de capital risque. Bien sûr. Et là, de plus en plus, moi, j'ai des appels entrants de fonds de private equity qui veulent boire des boîtes rentables, qui me demandent, qui m'interrogent sur quels sont les modèles économiques qui fonctionnent. Et on voit de plus en plus de transactions sur le private equity, des fonds qui veulent rentrer, qui permettent à ces boîtes de grossir. Ça passera également par une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'il y aura des plus petits acteurs qui viendront se faire acheter par ces plus gros catégories winners. La stratégie de services additionnels, c'est quelque chose qui fonctionne aussi, au-delà du développement du cœur business sur des marchés géographiques. Vous avez cité l'exemple de Bolt. Alors, c'est de la livraison aussi de repas, de nourriture, comme Uber, évidemment. On a l'exemple Uber en tête. D'accord. Mais ça, c'est de la diversification ou ça devient du core business pour eux? Au début, ça peut aller au-delà en termes de diversification? Au début, c'est la diversification.
Mais petit à petit, ça devient vraiment des lignes de business à part entière. Et on peut imaginer d'autres types de services. Ils réfléchissent à d'autres types de Ils services. réfléchissent tous. Si vous prenez genre Voi par exemple, que j'aime bien, et de plus en plus vocal sur, ils rajouteront de certains véhicules dans leur offre de services. Ils feront des services, plus des apps pour aider les gens de plus en plus. Donc tous ont vocation à étendre au-delà de leur métier de base. Ouais. Qu'est-ce que ça implique, encore une fois, pour ce marché et ces acteurs? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on a le bon nombre d'acteurs par rapport à la taille du marché? Est-ce qu'il faut de plus gros acteurs encore et peut-être moins d'acteurs? Enfin, comment le marché va évoluer vers ce trillion ou ce trilliard de dollars de taille? Partagé sur la micromobilité, en fait, la réponse, elle se pose presque dans les villes où elles sont. D'accord. On est la ville de Paris. Sur chacun des appels d'offres, ils veulent 3 acteurs. Il y en avait 3 sur les scooters électriques. Malheureusement, il y a Cityscoot qui a fait faillite. Là, ils vont lancer un appel d'offres sur les vélos partagés, en plus de Vélib, où ils sont prêts à en avoir 3. Je pense que 2 ou 3 est le bon nombre. C'est un peu le standard pour des villes de la taille de Paris aujourd'hui, une capitale européenne standard, quoi. Moi, je vois ça à Londres, je vois ça à Stockholm. C'est vraiment le standard. C'est le standard. 2-3 acteurs. Okay. Et pour moi, c'est ça qui va rester. D'accord. Mais ça se joue par ville. Ça se joue par. C'est pas les 3 mêmes acteurs qui vont remporter l'ensemble des capitales européennes à la fin de l'histoire. À la fin, alors si. À la fin de la cycle. D'accord. Justement, ceux qui ont réussi à gagner une ville majeure, c'est eux qui gagnent les autres. D'accord. Et c'est là que la consolidation arrive, parce que potentiellement vous rachetez une société parce qu'elle a gagné. J'entends. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense qu'à la fin, c'est comme ça que ça va se passer. 3 grands acteurs. Et c'est ce qu'ils disent également dans leur communication. La consolidation, là, elle se passe actuellement. Bon. Et je suis un peu inquiet pour les plus petits acteurs qui auront du mal potentiellement à grossir. Ouais. Du coup, les investisseurs sont un peu rassurés, là? Ils reviennent? Alors, c'est d'autres investisseurs qui arrivent aujourd'hui pour accompagner ces boîtes? C'est ce que j'appelle le recyclage des retours sur investissement. Il y a besoin qu'il y ait des succès, il y a besoin que des IPO, il y a besoin que des fonds de private equity qui viennent apporter de l'argent et prouver que c'était un bon investissement peut-être qu'il y a 10 ans. Ouais. Et donc ça, oui, pour moi, c'est positif. Ouais. Et la bourse, vous citiez l'exemple de Bolt, oui, la bourse a un rôle à jouer, j'allais dire, dans le financement et l'accompagnement du financement de ces entreprises de mobilité? Je pense oui, parce que il y a eu... Parce qu'on a l'exemple d'Uber, bon, je sais, j'ai pas regardé là spécifiquement, mais Uber, c'est un peu vieux, même peut-être de ce point de vue-là. Les Américains ont été les premiers à se lancer. Après, sur la bourse, il y a eu une vague de SPAC. C'est ça. Qui ont un peu terni le marché parce que c'était des boîtes qui n'étaient pas prêtes à être en bourse. Je pense que là, la prochaine génération, Bolt sera le premier en 2025. J'ai plusieurs discussions avec des gens qui me disent en 2026-2027, ce sera des business plus établis. Et donc, je suis plus confiant sur leur capacité à grossir en bourse et à continuer à se financer. Ouais. Il y a une partie du marché de la mobilité qu'on n'a pas évoquée avec vous, Florent, mais on le fait avec certains de vos confrères. Paul Defroment, notamment, chez Bryan Garnier, qui est venu nous parler du marché, de la composition de ce marché des bornes de recharge électrique. Ça aussi, ça fait partie pour vous de l'univers de la mobilité? Pour moi, ça fait partie. C'est compris dans les 1 milliard, justement. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des partenariats entre ces acteurs. Ce n'est pas 2 univers qui ne se parlent pas. Il y a un partenariat entre Bolt et Electra, parce que les VTC de Bolt doivent recharger leur voiture électrique, leur Tesla ou équivalent. C'est par ces acteurs de la mobilité que le déploiement des réseaux de charge va se faire également. Ça va le faciliter. Ce n'est pas uniquement par eux, mais ça va le faciliter. Je pense que la différence peut-être entre les acteurs des bornes de recharge, c'est que leurs investisseurs, ça a été très vite des fonds d'infrastructure. Oui. Alors que peut-être les services de mobilité ont plus été dans une optique VC, capital risque. Mais tout se retrouve. Ouais. Merci beaucoup Florent. Merci d'être venu nous éclairer sur ce marché de la mobilité ou des mobilités avec les perspectives que vous avez pu nous apporter. Florent Roulet, partenaire et responsable mobility chez Bryan Garnier, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.